bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci d'être là en présentiel et en distanciel. Je voudrais d'abord remercier le CAREP et toute l'équipe pour l'invitation à discuter d'un ouvrage qui s'appelle Au-delà du séparatisme et de la radicalisation, qui est dirigé par Anne-Sophie Lamine, que j'ai plaisir à accueillir et à discuter. Euh, Anne-Sophie Lamine est professeure des universités en sociologie à l'Université de Strasbourg, membre du laboratoire SAGE, et elle a publié plusieurs ouvrages sur les questions religieuses. Alors, un premier ouvrage très connu et qui personnellement m'a beaucoup aidé dans la maturation de ma pensée, qui s'appelle la cohabitation des dieux, pluralité religieuse et laïcité. C'est un ouvrage qui est paru en 2004. Et puis, plus récemment, Quand le religieux fait conflit, désaccords, négociations et et arrangement, pardon, aux presses universitaires de Rennes en 2014 et encore plus récemment, Identité religieuse et monde commun chez l'Harmattan en 2018. J'ai fait une sélection, il y en a d'autres. Euh, je voulais simplement dire deux choses en introduction. D'abord, dire que c'est un livre important qui est soumis à la discussion ce soir. C'est un livre important pour trois raisons. Euh, la première, c'est qu'il présente un certain nombre d'études contextualisées et précises sur une question qui fait débat. Dit autrement, en termes sociologiques, il y a des terrains, il y a des enquêtes, on rencontre la parole de professionnels, de jeunes hommes et de jeunes femmes, de familles, d'analyse de pratiques numériques, qui font que c'est un ouvrage qui est ancré dans la réalité du terrain. Et ça, c'est la première des choses, parce que quand on parle de radicalisation et quand on parle de séparatisme, l'enjeu de l'enquête et de l'administration de la preuve est un vrai enjeu dans les sciences sociales aujourd'hui. La deuxième raison pour laquelle cet ouvrage est important, c'est que il y a au sein de l'ouvrage un vrai effort alors, excusez du mot un peu, de théorisation, ou en tout cas d'explication des pratiques intensives musulmanes, je vais le dire comme ça pour l'instant, et puis on va en discuter. Loin des grandes catégories qui sont surutilisées et qui obscurcissent le débat, le salafisme, le wahhabisme, le frérisme, etc., etc. Tous ces mots en isme, là, tout est synthétisé dans ce que on va appeler, au moins dans cette introduction, des intensités ou des pratiques intensives musulmanes. Enfin, troisième et dernier point, l'ouvrage prend de la distance, et j'allais dire une saine distance, avec les mots qui piègent, comme dirait l'autre, des mots qui empêchent de penser, des mots qui saturent le débat, je l'ai déjà dit, la radicalisation, le salafisme, le wahhabisme, etc. Et donc en allant au plus près des pratiques, au plus près des témoignages, au plus près de ce qu'il se joue aussi dans les politiques publiques de prévention de la radicalisation, cet ouvrage apporte, à mon avis, une contribution décisive sur la nécessité de nuancer, de pluraliser et de montrer tout l'éventail de ces pratiques religieuses aujourd'hui. Anne-Sophie, je te laisse la parole maintenant pour une petite trentaine de minutes. Merci beaucoup. Je vais lancer le chronomètre. Merci beaucoup au CAREP de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici. Merci à vous. Merci beaucoup à Loïc Le Pape d'avoir accepté d'être le discutant. Et merci beaucoup à vous qui êtes là en présentiel et en distanciel. Donc, je suis vraiment heureuse de vous parler de notre ouvrage parce que c'est vraiment un travail collectif. Et donc, évidemment, je vais situer nos travaux, bien que Monsieur le Pape l'ait fait en partie. Il porte pas ses travaux sur les processus de radicalisation. Il porte pas non plus sur les personnes qui seraient engagées dans une radicalité violente. Ça, ce sont d'autres travaux tout à fait nécessaires.
Nous, de notre côté, on a choisi de travailler sur les effets des politiques publiques, à la fois sur certaines professions qui sont impliquées justement dans la prévention, et aussi sur les effets de ces politiques sur le public musulman. Et ceci, bien sûr, dans le contexte post-attentat, post-2015. Et par ailleurs, comme il vient d'être rappelé, on a aussi exploré la multiplicité, on pourrait dire, des motifs, des modalités ou des types de rapports intensifs aux religieux, avec en même temps une attention portée au rapport à l'altérité. Voilà. Et donc, on s'est intéressé à des personnes religieuses qui sont musulmanes, qui sont majoritairement pieuses, qui sont religieusement visibles pour le moins et attachées à leur identité religieuse, parce que ce groupe a évidemment une place centrale dans les questions là qui nous préoccupent, que ce soit la perception et le traitement du problème musulman et les politiques de lutte et de prévention de la radicalisation, parce que aussi il y a cette grande inquiétude de la part des acteurs professionnels, des acteurs politiques et du grand public, du fait de cette conception qui est quand même largement partagée que les processus menant à la radicalisation sont une sorte de tapis roulant, là, direct, qui mène de l'attachement religieux visible à la radicalité. Je simplifie les choses, mais à peine, il y a vraiment cette perception qui est quand même assez massivement partagée. Et il y a des rapports de force dans l'usage des mots. Il y a un jeu de renforcement mutuel entre les représentations sociales et les actions des politiques, les actions possibles. Je pense à deux exemples, par exemple, les prières de rue en 2010, qui se passaient dans en gros une dizaine d'endroits qui d'ailleurs avaient été dénoncés comme de l'occupation par Marine Le Pen, qui n'avait pas exagéré le chiffre d'ailleurs, elle avait joué sur d'autres choses. Et peu après, il y a eu un sondage, IFOP, il me semble, et en moyenne, les Français sondés considéraient qu'il y avait des prières de rue en 185 points. Donc en fait, il y a toujours cette perception que les choses sont beaucoup plus immenses, beaucoup plus, etc. Un autre cas très récent, rapport sénatorial, début mars, confusion totale entre les atteintes à la laïcité et les violences et incivilités générales en milieu scolaire. D'ailleurs, on parle de Samuel Paty et de Dominique Bernard, mais pas d'Agnès Lassalle. Enfin, je crois que ça a été finalement ajouté après, mais en tout cas pas dans le résumé du rapport. Donc, on réduit ça à islam et atteinte à la laïcité. Voilà. J'ajouterais que nos outils, ce sont ceux d'une sociologie interactionniste, donc attentive, voilà, aux interactions, qui permet de prendre en compte ce que font réellement les personnes, leurs expériences, leurs ajustements aussi. Et j'en viens maintenant aux principaux résultats déjà. Alors, sur les effets de ce traitement de la radicalisation, d'abord, premier point qui a été développé par Bruno Michon, ce sont les effets sur les métiers du social et de la santé mentale. Et il montre bien les tensions et les ajustements auxquels ça donne lieu pour les professionnels. En fait, ceux-ci et celles-ci vont redéfinir le problème de la radicalisation et du séparatisme pour pouvoir sauvegarder l'autorité de l'autonomie, pardon, de leur mission et aussi la relation de confiance qu'ils ont avec leur public. Mais néanmoins, parce qu'ils sont effectivement très fortement sollicités pour cela, ils acceptent ponctuellement des collaborations, enfin, ils acceptent dans les situations qui nécessitent des collaborations avec les services de sécurité. Donc, pour eux, c'est vraiment une redéfinition de leur métier avec beaucoup de tensions, aussi bien sur la définition de ce qu'est la radicalisation que sur leur rôle de professionnel et l'autonomie de leur mission vis-à-vis des métiers de la sécurité publique. Un autre point important qui a été développé par Claire Donnet et Iman El-Feki, c'est les effets directs sur des musulmans. Et là, elles ont travaillé à partir d'une méthode très originale en utilisant des jeux, des mises en situation, sur le cas des adolescents donc musulmans qui eux adoptent en fait pleinement la norme laïque. Donc c'était
des enfants qui participaient par ailleurs aux activités d'une association musulmane. Donc, on aurait pu dire, en tout cas, leurs parents sont des musulmans visibles, etc. Donc, pour les situer, c'était pas des musulmans distanciés culturels. Là, ce qu'ils expriment, c'est une impossibilité justement de dire quelque chose de leur identité religieuse face à cette laïcité de contrôle. Donc ils sont effectivement dans l'autodiscipline, ils considèrent, ils reconnaissent complètement cette laïcité, mais voilà, ils peuvent rien dire sur leurs identités, et donc ça montre une certaine limite par rapport aux, aux relations éducatives. Ils montrent aussi une réflexivité, bien sûr, et une capacité de distanciation par rapport à la mauvaise image de leur groupe, qui vont gérer par l'humour, par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé que ces apports montraient un aspect justement d'une limite de l'activité éducative, si finalement on doit complètement gommer une part si ces enfants, ces adolescents doivent complètement gommer une part de leur identité. Un autre apport original, c'est celui de l'instruction en famille. Là, c'est Hanan Karimi avec Iman El Feki. Et là, on retrouve des femmes, c'est des mamans qui ont été interrogées, qui trouvent ça, qui reconnaissent complètement évidemment la nécessité du contrôle pédagogique, mais aussi qui éprouvent très fortement cette politique du soupçon, et cette prégnance finalement de la dimension sécuritaire, et qui du coup vont développer des stratégies pour assurer le bon déroulement des choses, le bon déroulement de l'inspection finalement. Dans les usages religieux d'Internet, qui ont été étudiés par Mélodie Foubert, on voit bien aussi les effets de la dégradation de l'image de l'islam. On retrouve encore cette affaire de normes laïques très intériorisées, même surinterprétées en fait. Une partie d'entre eux, une partie de ces jeunes, disant que la religion est obligatoirement une affaire purement privatisée, et qui vont, pour aussi la moitié d'entre eux, ne pas exprimer leur identité religieuse, y compris sur des réseaux sociaux qui parlent d'islam et de religion. Voilà. Par crainte notamment de signalement, ou aussi d'être agressé ou accusé de victimisation. On a aussi analysé le traitement du séparatisme. Je l'ai fait avec Colin Lutz. Et là, finalement, on voit bien, alors autre chose qui converge aussi, c'est-à-dire que en fait, y compris dans les médias musulmans les plus militants, toute la critique repose sur des arguments liés aux droits humains et liés au principe de séparation de l'État et des religions. Donc, une fois de plus, voilà, cette séparation, c'est une évidence. Ça montre aussi là une capacité d'agir qui s'appuie, par exemple, sur l'information sur les processus législatifs, et sur leurs effets, bien sûr. Et puis, pour la validation de la critique, sur ce qu'on appelle, nous, en sociologie, une montée en généralité, c'est-à-dire de montrer que d'autres acteurs apportent aussi certaines critiques, alors des non-musulmans, des ONG, des chercheurs, etc. Voilà. Bien sûr, on s'est questionné sur la complexité du rapport au religieux. C'est un peu une évidence, mais finalement, le religieux, c'est qu'une dimension de l'identité. C'est des adolescents qui provoquent, des mères qui jonglent entre profession et organisation familiale, des parents qui s'interrogent sur le bien-être de leur enfant, enfin des citoyens qui se préoccupent de la liberté associative ou des inégalités. Donc finalement, c'est encore un des problèmes qui devrait être une évidence. Ce sont juste des personnes, des citoyens comme les autres, enfin dans l'analyse qu'on doit en faire. Et vraiment, je vais reprendre un autre élément intéressant sur l'instruction à domicile. En fait, on se rend compte que la dimension religieuse n'a qu'une place marginale dans le choix, qui en plus est très souvent temporaire. Il y a souvent des alternances entre instruction à domicile et école publique. Voilà. Donc en fait, finalement, elles ont des motivations qui rejoignent très largement celles des parents non croyants, la pédagogie, le rythme de l'enfant. Ce qu'on voit aussi là chez elles, un autre point intéressant, c'est
Par exemple, une femme qui va utiliser des ressources pédagogiques bien faites sur des matières profanes, bien sûr, qui ont été développées par une femme très salafie du réseau avec laquelle elle est en complet désaccord. Donc, on voit finalement voilà, des choses comme ça qui circulent et qui pourraient prêter à confusion. Tiens, elle utilise les ressources d'une salafie, mais non, elle est en complet désaccord. C'est juste telle ressource pédagogique, je ne sais plus si c'était pour les maths ou le français, qui était très bien faite. Voilà, on voit aussi comment les jeunes qui utilisent Internet sont tout le temps dans la vérification et la comparaison des sources. Ça, c'est un autre point qui est très net. Et voilà. Vraiment une complexité. Et maintenant, j'en arriverai si on est attentif de façon transversale à la complexité de l'intensité religieuse qui va combiner des manières très diverses de se rapporter au texte, aux valeurs, au groupe, à soi-même, qui va s'articuler aussi à une pluralité, pardon, d'attitudes par rapport à l'altérité aussi bien interne qu'externe et qui, point très important, qui va vraiment très majoritairement ou extrêmement, qui va de pair avec la reconnaissance de l'altérité. Bon, et si on se dit ça, finalement, maintenant, la question, c'est est-ce que ces éléments dont j'ai déjà évoqué plusieurs facettes ne risquent pas de renforcer, évidemment involontairement, un effet non souhaité, la polarisation sociale? Et il semble effectivement que dans certains cas, il y a des effets collatéraux qui pourraient contribuer à renforcer cela, ce qu'on appelle la différenciation sociale. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on faisait de la sociologie interactionniste, parce que elle est attentive justement aux interactions. Et l'une d'elles, c'est l'assignation à la différence. Et c'est bien montré que l'assignation à la différence, ça a déjà été montré dans toutes sortes d'études, renforce le sentiment d'être différent et donc ce processus de différenciation sociale. Et s'il est accentué, on peut même parler de polarisation sociale. Je pense par exemple aux travaux de Marc Sageman qui a fait lui une très large mise en perspective historique et qui montre que les groupes politiques, c'est à propos de groupes politiques radicaux, combien d'un côté les récits extrémistes et de l'autre la répression qui est perçue comme disproportionnée se renforcent mutuellement et que plus il y a un fort sentiment de disproportion, plus ça peut jouer un rôle dans le passage de certains acteurs, de certains militants à la violence. Et ça, on va le retrouver chez beaucoup d'autres auteurs, cette idée que le sentiment d'injustice va renforcer cette différenciation. C'est vrai, ça a été montré pour l'extrême droite et pour les musulmans par un groupe de chercheurs autour de Douche aux Pays-Bas, et aussi dans des contextes très ordinaires. Par exemple, il y a un beau chapitre, donc c'est pas dans notre travail ça, mais c'est juste pour montrer comment cette affaire de différenciation est importante, et c'est pour le justifier. Un chapitre d'Aude Kérivel dans un ouvrage récent de Françoise Lorcerie, elle montre comment dans des séjours de vacances, finalement, si on relève et si on s'oppose c'est des séjours de vacances de quartier populaire, donc avec énormément d'enfants qui s'identifient comme musulmans, elle montre comment, si les animateurs relèvent la différenciation opérée par les adolescents et s'y oppose, cette différenciation s'accentue. Et sinon, elle s'atténue ou même elle disparaît. Voilà. Donc, tous ces éléments que je prends là chez d'autres auteurs qui ne sont pas de notre équipe nous renforcent dans l'idée qu'on ne peut pas écarter la possibilité de ces effets collatéraux potentiels sur certaines personnes liés donc à cette dépréciation importante, quoi, récurrente, on pourrait dire, que ce soit celle des adolescents, des femmes, etc. Donc voilà, c'est un point auquel on aboutit et qui nous fait dire aussi que finalement, il faudrait complexifier davantage et diffuser davantage une image et une compréhension plus complexe de ce qu'est le rapport au religieux, tout simplement. Et pour le formuler très simplement, j'aurais envie de dire, l'islam, c'est avant tout
pour les personnes une expérience et pas une idéologie. En tout cas, pour l'immense majorité, y compris visible, y compris contestatrice si c'est des jeunes. Finalement, être croyant, c'est avant tout une expérience et c'est pas une simple adhésion à un credo que les gens soient juifs, chrétiens, musulmans ou autre chose. Et finalement, dans l'approche qu'on a en général de la radicalisation, ben, c'est très souvent une approche qui va favoriser une compréhension de la radicalisation par l'adhésion à une idéologie, alors que enfin, d'autres approches bien sûr existent, hein, qui parlent des facteurs structurels comme la ségrégation économique par exemple, ou encore qui portent des regards plus anthropologiques pour une troisième type d'approche, et donc qui vont faire attention par exemple aux imaginaires, aux symboles, etc. Puis il y a bien sûr l'approche plus des mouvements sociaux, donc interactionniste aussi, qui fait très attention aux relations et aux groupes, etc. On a vu des fratries, par exemple, dans des cas de départ vers la radicalisation. Donc, ces quatre approches différentes, mais de ces quatre, finalement, c'est souvent celle de l'idéologie qui prévaut. Et ces quatre approches différentes, d'ailleurs, elles peuvent se combiner. Par exemple, des gens qui sont attentifs aux interactions, ils savent très bien que l'idéologie peut servir d'appui à un passage à la violence ou à un passage à la radicalité et a fortiori à la violence par son cadrage efficace de la situation. Oui, l'idéologie, elle peut jouer un rôle. Mais en fait, ce qu'on veut dire, tous les sociologues interactionnistes, hein, c'est que c'est un élément, c'est pas le seul élément, loin de là. Alors c'est sûr que bon, on est passé par les idéologies totalitaires. En plus, en France, on a quand même une représentation assez conflictuelle de ce qu'est le religieux. Mais cette approche est très nettement privilégiée. On a, par exemple, proposé des vidéos de contre-discours, on diffuse un discours très normatif sur la laïcité, et surtout, voilà, elle est presque considérée comme étant la solution et la solution exclusive. Alors, le point très positif, c'est qu'on donne une place centrale et absolument nécessaire au développement de l'esprit critique. Ça, c'est indéniablement quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit d'aller au-delà de cette simplicité explicative, de cette simplicité explicative de l'idéologie, aller au-delà aussi du fait que ben, c'est sûrement plus facile de proposer un contre-discours ou certains types de discours qu'un travail à long terme, par exemple, qui facilite le fait que des jeunes puissent s'engager dans des projets. Donc là, évidemment, il y a aussi une facilité finalement de choisir comme action politique des actions qui ont immédiatement une visibilité. Si on ajoute à ça que dans les programmes scolaires, finalement, on voit très peu ce qui est ou quasiment pas ce qui est la dimension anthropologique du religieux. Je veux dire, ce qui peut permettre de comprendre que des individus sont attachés à des pratiques. Voilà. Donc ça, un autre point. Explorer aussi le sens que peuvent prendre des symboles ou des identités religieuses. Alors on parle sûrement un petit peu des symboles quand on parle d'art ou ailleurs, mais en tout cas tout ce qui est l'attachement à des pratiques est globalement aussi bien dans l'enseignement que dans la société en général extrêmement mal compris, alors que finalement on est tout un chacun aussi, enfin je veux dire les personnes non religieuses sont certainement aussi attachées peut-être à des manières de fêter des anniversaires dans leur bande d'amis ou dans leur famille et à bien d'autres choses. Mais on n'imagine pas voilà cette dimension d'attachement. Et finalement, voilà, ça nous pousse à dire que complexifier cette lecture des identifications religieuses, c'est inclure cette dimension d'expérience qui va finalement permettre, en plus de l'esprit critique là sur lequel il y a un bon travail, mais de développer d'autres choses qui incluent l'estime de soi, de l'empathie, de la capacité à comprendre la complexité et la pluralité.
Et par exemple, l'estime de soi risque de se heurter à une sorte d'impossibilité d'exprimer, de discuter des éléments de son identité. L'empathie et la capacité de penser la complexité, elles sont freinées par un manque de considération justement anthropologique de ce à quoi les gens tiennent. Donc ces éléments-là pourraient être bien davantage développés pour finalement pour produire, pour réduire ces effets de différenciation sociale, pour réduire ces effets de polarisation et pour mieux comprendre globalement la complexité et les incertitudes, bien sûr, enfin, ou en tout cas, mieux vivre cette complexité et ces incertitudes. Ce qui m'amène pour aller vers la conclusion à, à parler aussi de résilience sociale. En fait, souvent, on parle de résilience dans un domaine très individuel par rapport à un individu qui a des épreuves. Mais finalement, on peut aussi, et des sociologues ont développé ce concept pour réfléchir à la capacité collective d'agir dans des contextes difficiles et on analyse dans ce cas-là comment, dans une organisation, dans un groupe, enfin, etc., on a recours à des ressources, comment sont mobilisées certaines ressources qui sont disponibles. Donc aujourd'hui, il me semble que par rapport à la fois à un certain nombre d'événements, par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés, cette question de résilience sociale, et surtout pour les sujets qu'on aborde aujourd'hui, et notamment, pas seulement pour les sujets qu'on aborde aujourd'hui, on pourrait aussi en parler à propos de l'environnement et de bien d'autres choses, ça me semble un point intéressant qui permet d'être attentif, qui nous pousse à être attentif à cette capacité justement collective d'agir face aux défis de la polarisation, face aux défis aussi de la radicalisation qui existent et évidemment pour certaines personnes et qui peuvent euh, voilà, avoir des effets extrêmement graves. Et justement, par une vision plus pragmatique des identités religieuses, par une vision des interactions sociales qui fait plus de place à l'expérience, à l'émotion, à la fabrique collective du commun et à la capacité ordinaire de construire collectivement des connaissances, ça permettrait, en tout cas, ça contribuerait à davantage de, de résilience sociale en renforçant aussi bien l'estime de soi face à la peur des identités, les aspirations des jeunes pour pouvoir participer à quelque chose voilà, qui soit utile, qui corresponde à leurs valeurs et aussi par rapport au monde commun pour pouvoir penser mieux la complexité et la pluralité, ce qui faciliterait davantage aussi bien de reconnaissance que d'empathie. Euh, Par exemple, dépasser un certain nombre d'impensés sur le religieux des jeunes, qui sont des obstacles en prenant conscience de certaines choses dans la représentation qu'on a du religieux aujourd'hui. Par exemple, la représentation de la religion socialement acceptable qui est devenue celle du fort intérieur plus que d'une religion privatisée, mais même celle du fort intérieur, alors que pour beaucoup, en tout cas pour certains groupes, ça peut être des juifs ou des musulmans pratiquants, des chrétiens évangéliques ou autres, les pratiques ont beaucoup d'importance. Cette idée aussi que croire, c'est croire à 100%, sans compter le fait évidemment que la parole adolescente peut avoir une dimension réactive ou provocatrice sans renvoyer à une opinion qui est construite, solidifiée. Voilà. Donc finalement, pour conclure la conclusion, on est là
parmi justement les points qui pourraient pousser à plus de résilience, le constat d'une tension entre sécurisation, qui est appelée par une partie de la société, évidemment, et protection des libertés, à laquelle aussi on aspire, et que dans ce contexte d'agenda politique quand même qu'on peut qualifier de plus en plus autoritaire, qui est en tout cas documenté là, cette fois-ci, je me réfère dans cette conclusion à des travaux de chercheurs, de juristes, et ce n'est pas nouveau, ça remonte déjà à l'après 11 septembre, mais qui s'est accéléré dans les contextes à la fois de risques terroristes et de crise sanitaire, comme le soulignait par exemple Myriam Delmas-Marty. Elle disait, voilà, comme la sécurité n'est jamais parfaite, le rêve de risque zéro, qu'il s'agisse du terrorisme ou de pandémie, entraîne inévitablement une surenchère, voire une sorte d'hystérie législative qui relève plus de l'activisme que de l'action efficace. Et donc, voilà, elle pointait aussi les contradictions de cette logique avec la protection des libertés dans l'état de droit. Ces points-là ont aussi été analysés par une autre juriste, Julie Alix, qui montre comment la dangerosité est de plus en plus traitée comme une criminalité. Et donc là, dans ce contexte, finalement, ces apports non sociologiques, ils nous aident aussi comme sociologues à objectiver certains éléments qu'on voit aussi dans les dénonciations citoyennes de certains acteurs musulmans quant à la restriction des libertés religieuses ou quant à la politique du soupçon dont ils font l'objet. Et donc, voilà, moi, j'espère que notre approche relationnelle, interactionniste, pragmatiste peut contribuer, qu'elle soit une modeste contribution, en apportant des outils qui permettent de complexifier cette lecture du religieux aujourd'hui et comprendre la pluralité des formes d'intensité et de rapport à l'altérité. Voilà, mais donc, on peut en discuter maintenant. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé très riche, avec plein de références aux chapitres qui composent l'ouvrage et en même temps qui propose une réflexion plus générale sur, je, je serais tenté de dire, le moment politique que nous vivons. Et potentiellement, je pense que ce sera l'un des éléments de discussion, la place des sociologues là-dedans, sachant que on ne fait pas de politique, mais par contre, la sociologie peut amener, proposer des pistes, en tout cas comme vient de le faire Anne-Sophie Lamine, montrer que un certain nombre d'outils et de recommandations pourraient être prises en compte. Donc merci pour tout ça. Deux petites remarques, réflexions avant de laisser la parole. Euh, c'est vrai que cet ouvrage montre bien les limites et les apories ou les impasses des politiques publiques de ce qu'on appelle la prévention de la radicalisation. Hein. Et ça, on le retrouve dans plusieurs chapitres. On voit bien les hésitations, les négociations, même les tensions internes que subissent les professionnels du secteur social, par exemple, dans leur rapport au public cible, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Euh, le chapitre sur l'enseignement en famille, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'école à la maison, est aussi très très intéressant parce que ça a été historique, enfin ça a été pris par le président de la République comme un des éléments du séparatisme. Et Anne-Sophie ne l'a pas dit, mais dans le chapitre, on voit bien que les familles composent, les familles devancent les demandes des services sociaux et que dans le petit corpus qui existe, en fait, on s'aperçoit que les plus intransigeants ou les familles les plus intransigeantes ne sont pas les familles musulmanes dans le corpus. Hein. Ce sont des familles chrétiennes, probablement fondamentalistes, et on voit très bien qu'elles échappent complètement au contrôle des services sociaux, etc. Donc il y a véritablement comme ça un certain nombre d'études qui viennent questionner les effets de ces politiques publiques.
Deuxième remarque, c'est que ce que l'ouvrage montre aussi, c'est que les pratiques, les croyances, les représentations, bref, la façon de vivre sa religion en France, et quand il s'agit de l'islam, tout cela est lu, compris et médié, tout ce que vous voulez, à l'aune de deux grands mots qui sont dans le titre de l'ouvrage, à l'aune du séparatisme et de la radicalisation. Et donc, dès qu'on a une pratique un petit peu rigoriste, alors rigoriste c'est le mot sociologique, les acteurs pourraient dire orthodoxe, d'autres pourraient dire fondamentaliste, d'autres pourraient dire intégriste, etc. Les mots sont déjà piégés. Euh, eh bien, à chaque fois que l'on a une pratique intensive, il faut composer avec la réception estimée de ces pratiques. Il faut revendiquer d'une certaine façon ses croyances dans l'espace privé et dans l'espace public. Et il faut aussi, pour toute personne, et ça c'est, je pense qu'en fait on peut sortir de l'islam à ce moment-là, il faut aussi faire un travail d'explication, de désamorçage, faire face aux critiques et aux reproches que l'on pourrait subir parce que nous avons une pratique religieuse dite intensive. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et j'en viens donc à deux éléments de discussion. Alors, peut-être une première question qui est celle de la temporalité dans laquelle ces recherches se sont insérées. Parce que pour travaillant moi-même sur la question de la radicalisation, en fait, on fait une sociologie assez complexe puisqu'on est pris dans un air du temps, une atmosphère, comme dirait l'autre, qui est faite de polémiques et d'incessantes effervescence médiatique. Et donc la question était un petit peu, peut-être pour le dire un peu rapidement, mais comment fait-on de la sociologie le plus sérieusement possible alors que l'espace public est saturé de polémiques, d'accusations, de fausses accusations où on parle de laïcité, de séparatisme, etc. Et évidemment, c'est quelque chose qui touche les enquêteurs puisqu'on écoute les informations et on n'est pas neutre. Mais soyons clairs, ça touche aussi les personnes que l'on enquête, hein, qui sont stigmatisées, etc. Et donc, je voulais savoir si, dans ce travail collectif que vous avez mené, il y a eu des positionnements particuliers sur le terrain. Alors, vous avez évoqué, par exemple, des ateliers pour essayer de faire surgir la parole des jeunes d'une façon intéressante. Mais en fait, les sociologues doivent nécessairement adapter, j'imagine, leur pratique de recherche dans des conditions complexes. Et puis la deuxième remarque ou question, ou en tout cas sur lequel je vous inviterai à compléter, c'est quelque chose qui me semble très riche, c'est le risque de polarisation, que vous appelez le risque de polarisation. C'est véritablement un risque présent aujourd'hui, hein. Je veux dire, on a un certain nombre de partis politiques qui ont des scores non négligeables et qui fonctionnent uniquement sur la détestation de l'autre ou sur, vous le diriez peut-être autrement, sur le refus de toute altérité. Et donc là, quelle place peut avoir le sociologue là-dedans? Donc vous amenez un certain nombre de pistes hein, en parlant de résilience sociale, donc en essayant d'élargir la question de la résilience, et puis en soulevant cette tension qui est intrinsèque aux démocraties entre sécurisation, en tout cas l'impératif de sécurité de tout un chacun et la nécessaire protection des libertés publiques. Donc, on a ça depuis les législations spécifiques post-attentat. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France après 2015. Et donc, ben, quel rôle pouvons-nous jouer là-dedans? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien vous, vous entendre un petit peu plus là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remarques et questions. Alors d'abord, je voudrais dire en tout premier, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, mais le travail que font les éducateurs, les gens qui sont dans le social sur la prévention, c'est un travail formidable. Je veux dire, il y a une qualité de travail, c'est un travail nécessaire avec les jeunes, etc. Nous, on a essayé de travailler là sur les effets collatéraux. On n'est pas en train de dire, voilà, euh, que
enfin voilà, d'oublier la qualité de ce qui se fait. Maintenant, pour la temporalité, alors d'abord, enfin, il y a plusieurs choses. On a eu, à certains temps spécifiques, on a eu des vraies discussions entre nous. Par exemple, quand certains livres sont sortis qui allaient, enfin, des livres produits par des scientifiques hein, reconnus qui allaient beaucoup vers l'idée de l'islamisation, etc. On en a discuté entre nous. Donc, il y avait ça d'essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passait, par rapport au débat chaud et d'échanger entre nous. Et puis, moi, j'ai envie de dire, j'ai insisté sur le fait qu'on faisait de la sociologie interactionniste, j'y reviendrai dans un instant, mais on fait aussi avant tout une sociologie compréhensive, c'est-à-dire dans laquelle ce qu'on veut, c'est comprendre le sens que les gens, que les acteurs donnent à leur action. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'est l'islam, c'est ce que fait quelqu'un qui dit qu'il est musulman ou qu'elle est musulmane et le sens qu'elle y donne. Voilà. Donc c'était assez. Oui, et puis pour la temporalité, ben oui, on voit des temporalités. Moi, je prendrais par exemple, on voit bien, mais les temporalités, elles sont aussi intéressantes parce que on voit par exemple comment est traitée la loi sur le séparatisme par les acteurs musulmans, les musulmans par exemple dans leurs médias, et on peut comparer à comment a été traité, je sais pas, le jour où la charte de la laïcité en 2013 ou d'autres moments comme ça ou d'autres moments forts liés à la laïcité, enfin qui lient la laïcité et l'islam. Donc la charte de la laïcité, par exemple, les burkinis ou à un autre moment le foulard de la représentante de Pougetou, la représentante d'un syndicat étudiant. Donc en fait, c'est intéressant ces différentes temporalités aussi. Ça permet d'avoir des points de repère. Mais voilà, effectivement, on s'en distancie. D'une part, on s'entend de s'en distancier dans notre travail et dans nos échanges, et d'autre part, face aux acteurs, ben voilà, on est dans la compréhension de sens de ce qu'ils font avec respect. Voilà. Souvent, voilà, avec empathie ou pour le moins avec respect en tout cas. Euh, le risque de polarisation et la place de la sociologie, c'est une très belle question. Là, aujourd'hui, ce que j'aurais envie de dire, c'est que si on arrivait à faire comprendre au plus de gens possible que plus on différencie les autres, plus on renforce cette différenciation, ce serait un truc hyper simple qui est apporté par la sociologie, mais qui justement, je veux dire, plus on dit à des jeunes musulmans qui sont différents, qui sont pas ci, qui sont pas ça, ben, plus eux-mêmes vont se sentir différents. Et ça, c'est vraiment un apport de la sociologie. C'est pour ça que là, c'est le moment où j'ai donné quelques exemples d'autres auteurs qui sont pas du tout dans notre groupe de recherche, parce qu'il me semble que ça, c'est un truc essentiel dans notre société. Ça devrait être, si on arrivait à faire que ça fasse partie de la culture générale, cette affaire-là, je me dis, mais peut-être que là, on aurait contribué en tant que profession à quelque chose. Et il me semble que c'est assez facile à comprendre. Je veux dire, on se sent bien parfois dans des interactions avec des ados, comment ils provoquent. Et puis, si on réagit, ils provoquent encore plus. C'est pour ça que le cas des colonies de vacances, là, des camps de vacances, c'était chouette, là, quand je suis tombée sur ce chapitre, parce que ça montrait tellement dans des interactions simples, selon la réaction des animateurs, des éducateurs, que la différenciation se renforçait, ou au contraire, ils faisaient du commun, quoi. Ils s'en moquaient d'être musulmans ou pas musulmans pour faire une équipe de foot, ou alors, au contraire, ils renforçaient à fond la différenciation. Donc là, ce serait vraiment ce que j'aurais envie de mettre en premier. Alors, plus généralement, évidemment, on essaye de mettre des mots sur des processus, de les décrire, de les rendre un peu plus compréhensibles aussi. Moi, je pense aussi, puisque je travaille quand même sur le fait religieux depuis pas mal d'années, que si on arrive à montrer, nous, en fait, comme sociologues, finalement, c'est pour ça que les gens des médias nous aiment pas trop parfois, on dit toujours que tout est un peu plus complexe que ça, quoi. Et donc, si on arrivait à mettre des mots suffisamment simples, mais pas trop quand même, sur la complexité du rapport au religieux, bon, voilà, moi, c'est un peu mon challenge. Alors, et ça, je trouve que c'est déjà un peu plus difficile que de parler de la différenciation. Mais on va continuer à progresser dans notre capacité à la vulgarisation. Oui, tout à fait.
Juste en écho à ce que tu viens de dire, et effectivement, il y a un enjeu pour nous sociologues qui avait été pointé par Paul Venn et qui est très intéressant, c'est de dire, en tant que sociologue du religieux, on a tendance à considérer les acteurs avec lesquels on travaille ou sur lesquels on travaille comme des personnes qui sont sans cesse religieux, hein, où ce que tu disais tout à l'heure, ils sont 100% religieux. Non, parce que on vient les chercher sur leurs croyances. Et en fait, Paul Venn disait, mais il faudrait vraiment penser à tous ces gens qui s'ennuient à la messe. Hein. Et ça n'empêche qu'ils sont religieux d'un point de vue sociologique, parce qu'ils vont à la messe. Hein. Mais par contre, ils s'ennuient lors du culte. Vous voyez? Et donc, c'est un moment où il appelait ça le principe du rasoir d'Occam, c'est-à-dire que nous devons, nous spécialistes du religieux, appliquer le fait qu'ils sont un peu croyants, mais ils sont aussi plein d'autres choses. Et je crois que ce que montre le livre, c'est ça, c'est que ces groupes, ces personnes sont un peu croyantes, mais aussi plein d'autres choses. Je propose de nous arrêter là et de laisser la parole à la salle. Ouais. Ah, là, on m'entend. Ok, super. Merci pour votre présentation. Je travaille principalement pendant ma thèse sur la question de l'identité, notamment, et le lien avec l'enseignement supérieur et les descendants d'immigrés. Et en fait, je retrouve aussi un peu ce que vous dites dans les entretiens par rapport aux personnes qui s'identifient, enfin, qui se considèrent musulmanes, mais qui vont dire, je ne corresponds pas au modèle qui est enfin, du français typique. Et justement, j'avais quelques questions par rapport à ça. C'est quelle définition vous avez utilisée de l'identité religieuse, donc dans un premier temps, et aussi si vous pouviez revenir un peu sur les critères démographiques, donc en gros enfin la catégorie, enfin des personnes que vous avez interrogées. Est-ce que c'est plutôt, enfin les catégories socio-professionnelles, peut-être des parents si c'est des adolescents, le niveau d'études, et éventuellement s'il y a une ascendance migratoire. Et aussi, pourquoi vous avez utilisé le terme religieux plutôt que pratique religieuse? Et qu'est-ce que vous entendez par pratique intensive? Et enfin, quelles pistes enfin, vous envisagez à la fin de ce travail pour les pouvoirs publics? Donc, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent mettre en place, en plus de ce qui existe déjà? Voilà, merci. Question peut-être. Moi, j'ai quelques questions. Un peu. Oui. Merci beaucoup. Je voulais juste vous poser deux questions. La première, c'est quand vous parlez de résilience sociale, est-ce que c'est plus en termes d'attente de ces personnes, intégration dans la société et quelles ressources ils ont, ces gens, pour avoir cette résilience sociale? La deuxième question, est-ce qu'on n'a jamais fait une étude comparative dans le temps en France concernant ces personnes et leur intégration et aussi avec le monde anglo-saxon, parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre la façon dont ces gens pratiquent et comme vous avez dit tout à l'heure, l'éducation aussi. Je pense que l'éducation dans le monde anglo-saxon, il y a plus d'ouverture à ce monde musulman, mais il y a toujours quand même des problèmes. Est-ce qu'il y a déjà eu des études comparatives entre la France et le monde anglo-saxon? Et puis, juste pour rebondir à la dernière question, c'est vraiment, est-ce que vous devriez vraiment présenter votre livre au gouvernement et au pouvoir public parce que je pense qu'ils peuvent orienter leur politique avec, c'est une ressource très importante, je pense, qu'on devrait utiliser. Voilà, merci. Je voulais toutes les questions maintenant. Comme vous faites d'habitude. Vous pouvez répondre à Oui, il y en a déjà pas mal. Oui, c'est vrai que là, Euh, oui, quand j'ai dit identité religieuse, c'était dans le sens que la personne considère que ça a de l'importance dans sa vie. C'est-à-dire, du coup, c'est toute une gamme de choses qui sont très variables finalement. En fait, d'ailleurs, selon les auteurs, voilà, l'identification, ça se joue par rapport à la culture, des émotions, du rapport au groupe, etc. Donc voilà, je l'ai utilisé de façon large et
nous l'avons utilisé de façon large. Les critères démographiques, en tout cas, je pense que vous me posez la question pour les adolescents, c'était des classes moyennes, pas supérieures, et attends, pardon. Euh, Pourquoi j'ai utilisé le mot religieux parfois? Je pense que c'était vraiment pour éviter des répétitions, pour alléger les phrases quand j'ai dit les personnes sont religieux plutôt que pratiquants, c'est ça? Oui, oui, là vraiment c'est juste une question de style. Oui, ou sont religieux, ça veut dire que la religion, voilà, qui sont croyants, pratiquants dans une certaine mesure, qui peut être très variable justement. Et intensive, alors le mot intensif, effectivement, là, il y a un peu un... Quand intensif, finalement, on pourrait dire en France, est considéré comme intensif, enfin, et ressenti comme intensif, ce qui est visible, et du coup, finalement, parce qu'il y a de la religiosité visible, du coup, là, finalement, les gens qu'on a pris en compte, c'est des personnes, enfin, les phénomènes qu'on a pris en compte, c'est en gros, c'est lorsque la religiosité est visible. Et après, j'ai essayé dans un des chapitres dont j'ai pas du tout parlé là, mais justement de montrer toutes les variations qu'il peut y avoir dans des formes d'intensité religieuse de façon, je pense, bon, pas forcément très simple là pour le coup, mais de montrer, c'était vraiment dans une volonté de montrer la diversité des cas. Voilà, on peut à la fois, ça peut prendre à la fois une très grande place dans la vie d'un individu et en même temps que cet individu soit respectueux de l'altérité. Bon, voilà, j'ai voulu montrer, enfin, il me semble que quand on regarde ces types d'intensité, il y a une grande diversité et que surtout, voilà, il faut sortir de cette sorte de cliché que plus il y a d'intensité, moins il y aurait de reconnaissance de l'altérité ou plus il y aurait d'intransigeantisme, ce qui est absolument faux. On peut avoir de l'intransigeantisme en étant peu religieux et inversement ne pas avoir d'intransigeantisme alors qu'on est très pratiquant. La résilience sociale. La résilience sociale. Alors moi, j'aime pas trop le terme intégration, vu le type de sociologie que je fais. Je préfère le terme participation sociale parce que finalement, la participation sociale, c'est une dynamique dans laquelle des personnes, voilà, participent à telle ou telle activité sociale. Et la participation sociale, en plus, ce terme me semble intéressant parce que ça nous permet aussi d'analyser des situations où des personnes ont une volonté de participation sociale, penser aux sorties scolaires ou penser encore mieux un goûter de Noël dans une école où on peut surtout pas participer, où on est refusé d'accès comme bénévole parce qu'on porte un foulard alors que c'est un goûter de Noël. Donc voilà, et là, vraiment, ça nous permet aussi de voir dans quel cas la participation sociale est freinée, ou si on peut pas, pareil, parce qu'on a un foulard, participer à de la distribution alimentaire. Et du coup, là, bah, non seulement la participation sociale est freinée, et ça va faire aussi que certaines personnes, par exemple, si c'est pour faire de l'humanité, du caritatif, bah, si on ne peut pas participer à une association laïque, dans ce cas-là, faisons nos associations musulmanes. Euh, et donc voilà, donc j'aime mieux l'idée, enfin il me semble que l'idée de participation sociale est un peu plus souple, plus flexible. Sur les ressources, elles sont très diverses, mais il faut vraiment penser à des, enfin là c'est difficile de répondre parce que les ressources des personnes, elles vont être très variées selon leur parcours d'études, leur parcours associatif. Enfin, il me semble que c'est un peu vaste. Euh, mais surtout, voilà, finalement, ce qui me frappe, ce qui est quand même frappant, c'est que les ressources, enfin, la manière dont les personnes agissent, c'est pas avec des critères religieux la plupart du temps. Enfin, sauf, bien sûr, c'est pour mettre le réveil le jour du Ramadan. Mais pour leurs actions sociales, c'est rarement des critères, c'est presque jamais des critères religieux. C'est des critères, je sais pas, de justice, d'égalité, enfin, des critères ordinaires, enfin, ordinaires, des critères partagés par tout le monde. Les comparaisons avec le monde anglo-saxon, oui, il y en a. On pourrait dire que d'un côté, il y a des éléments où la reconnaissance sociale est bien meilleure, et ça, c'est un facteur de différence.
Il y a aussi des aspects où, en ce qui concerne l'entre-soi, où l'entre-soi peut être plus fort. Donc, c'est pas, enfin, les comparaisons ne sont pas non plus blanches et noires, mais pour la reconnaissance sociale, c'est évident qu'elle est bien meilleure, qu'il n'y a pas ce type de mésestime qu'on trouve, pas à ce point, en tout cas, ce type de mésestime qu'on trouve ici. Et pardon, et le gouvernement, oui, ça m'a fait rire parce que je pense qu'il détesterait ce genre de choses. Hein. On vous appelle. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces présentations qui étaient passionnantes. J'avais quelques questions. Déjà, une petite remarque, ce que vous avez dit sur l'enseignement à domicile, et le fait que les familles musulmanes étaient bien plus inspectées que, par exemple, des familles catholiques pour des pratiques similaires ou voilà. Ça m'a beaucoup fait penser aussi à des travaux sur les écoles privées hors contrat, où à nouveau, les écoles privées hors contrat musulmanes sont bien plus contrôlées pour des pratiques. Voilà. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. J'avais juste deux questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion d'intensité? Donc, vous avez dit que c'était surtout défini par comment c'était perçu par l'autre. J'ai l'impression que dans l'idée d'intensité, on a comme un continuum un peu plus intense, un peu moins intense, mais en même temps, vous avez dit qu'on pouvait enfin, on peut être croyant et avoir des incohérences entre guillemets. Par exemple, enfin, je sais pas, on peut vouloir prier ces 5 prières et faire des prières surérogatoires, mais ne pas jeûner tous les jours du mois de Ramadan, ou voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette intensité à l'aune de la complexité des pratiques religieuses qui sont pas forcément cohérentes? Et ma deuxième question, vous avez dit que vous n'avez pas encore eu de retour de la part, par exemple, du BCC ou d'acteurs du gouvernement. Est-ce que vous avez eu des retours des acteurs et des actrices du terrain sur votre travail? Ça m'intéresserait de voir aussi comment ça a été perçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions qui sont stimulantes. Alors, pour l'intensité, en fait, j'ai essayé dans un des chapitres de réfléchir en découplant un peu les choses. Déjà, on peut parler, par exemple, de ce qu'on appelle l'orthodoxie au sens de Talal Assad, qui est finalement ce qui est considéré comme la bonne pratique, la pratique religieuse, voilà, la bonne pratique par les acteurs religieux un peu, bon, voilà, majoritaires dans un champ donné, c'est-à-dire dans un espace géographique donné, à une période donnée. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire qu'en France, par exemple, les femmes imams, c'est pas dans l'orthodoxie et le salafisme, c'est pas dans l'orthodoxie. Par contre, le foulard, avec différents degrés d'ajustement, c'est dans l'orthodoxie. Et là, voilà, c'est pas normatif quand je dis ça, je dis juste que la majorité, voilà. Euh, et je parle des acteurs religieux. Ensuite, j'ai essayé aussi de découpler en regardant comment les personnes. En ce qui concerne le rapport à l'altérité, j'ai essayé de regarder aussi la différence entre le rapport. Enfin, on peut avoir, on peut regarder le rapport à l'altérité par rapport aux gens de son groupe et aussi par rapport aux gens en dehors de son groupe. Et il faut distinguer les deux. Par exemple, les rigoristes vont, euh, peuvent considérer qu'il y a une bonne façon de pratiquer. Donc, par rapport à leur tendance, finalement, ils vont pas avoir une grande souplesse. Mais par contre, par rapport à des gens qui sont d'un autre groupe, ben, ils peuvent tout à fait dire t'es pas de mon groupe, donc j'ai rien à dire en fait, voilà, et être ne pas être dans l'intransigeance par rapport à l'extérieur. Mais j'ai pas non plus, enfin, je veux dire, il n'y a pas une sorte d'échelle de pratique par rapport au temps qu'on passerait pour la religion. Dans ce qui concerne ce que vous avez appelé l'incohérence, alors moi,
je n'utiliserai pas forcément le terme incohérence, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. En fait, ça veut dire que les personnes accordent de l'importance effectivement à des pratiques, mais c'est pas pour autant qu'elles les pratiquent à 100%. C'est pas pour autant qu'elles font ce qu'elles considéraient comme idéal de faire. Et je veux dire, et ça fait partie aussi de la complexité du rapport aux religieux, ça et ça fait aussi éventuellement partie de la difficulté d'estimer, par exemple, si quand les gens, dans les enquêtes déclaratives aussi, qui sont probablement parfois un peu surestimées à cause de ça. Mais bon, voilà, comme d'autres types d'enquêtes déclaratives, hein, ce problème n'est pas propre aux enquêtes sur le religieux. Mais voilà, il faut, c'est pas parce que les personnes ont une aspiration par exemple, à avoir une pratique régulière qu'elles y arrivent tout le temps. Et justement, c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait faire vraiment une anthropologie du doute et du questionnement aussi quand on travaille sur le religieux. Et dans le doute et le questionnement, c'est pas tout d'un coup je crois en Dieu, je crois plus en Dieu. Non, c'est des choses beaucoup plus subtiles. Voilà, c'est le questionnement par rapport à pourquoi j'y arrive pas complètement. Est-ce que c'est complètement nécessaire de faire cette pratique enfin, ou encore plus fréquemment, quelle est la bonne manière de croire et d'agir, tout simplement. Alors, je vais prendre quelques questions sur Zoom. Alors, une question qui concerne la façon dont vous avez choisi les terrains d'enquête. Est-ce qu'il y a des angles morts dans les livres que vous auriez aimé traiter? Si oui, lesquels et pour quelles raisons? Si vous n'avez pas pu les traiter, vous pouvez nous dire pourquoi. Une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des travaux qui mesurent le nombre ou la portée même des actes enfin de la pénalisation des actes islamophobes en France? Est-ce que, par exemple, c'est les actes qui sont pénalement jugés sont médiatisés? Pas beaucoup, ils sont répertoriés et leur nombre répond, enfin, parce que les actes islamophobes, il y en a, mais on n'en entend pas si souvent parler. Et est-ce qu'il y a des travaux qui mesurent cela et la portée de ces actes? Ensuite, il y a une question qui rejoint un peu ce qu'a dit mademoiselle tout à l'heure sur l'intensité religieuse. Est-ce qu'elle n'est pas liée aussi sur la réception, c'est-à-dire une partie de l'image c'est la pratique, c'est-à-dire une personne qui est voilée mais qui ne lit pas le Coran et qui ne fait pas le Ramadan serait plus considérée dans cette catégorie qu'une personne qui lit le Ramadan, fait 5 prières et qui n'est pas voilée, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Alors, le choix des terrains d'enquête, eh bien, les terrains d'enquête, c'est à la fois, quand on a un projet de recherche, c'est à la fois ce qu'on a prévu et qu'on a envie de faire, et ensuite, c'est aussi ce qui est réellement accessible. Par exemple, on a parlé plusieurs fois de ce très beau chapitre sur l'instruction à domicile. Eh bien, elles n'ont de toute évidence pas pu, enfin, elles n'ont pas pu avoir accès aux personnes les plus rigoristes, les plus, voilà. Donc, elles montrent et en même temps, c'est pas moins intéressant parce qu'elles ont justement montré une fraction de ce terrain de l'enseignement à domicile, mais celles qui étaient vraiment salafines ne leur ont pas ouvert la porte. Voilà, c'était trop. Donc, on a parfois comme ça c'est pas des angles morts, c'est des terrains qui sont à un moment donné pas accessibles et que évidemment on aurait aussi aimé avoir, mais à chaque fois qu'on est dans cette situation, comme sociologue, on se dit, mais finalement, ça fait aussi partie du terrain que certaines choses ne soient pas accessibles et ça nous dit quelque chose. Et par ailleurs, tout ce à quoi on a eu accès, ben, c'est riche. Simplement, voilà, on explique et elle explique bien dans le chapitre. J'ai sûrement été un peu rapide, donc j'ai pas eu le temps de le dire suffisamment précisément, mais elles le disent très bien, hein, effectivement, que c'est pas leur terrain, les femmes, voilà, les rigoristes ultra-salafistes, non, les salafistes ultra-rigoristes, je voulais dire, non, elles n'y ont pas du tout eu accès. Donc oui, on a des angles morts pour cette raison, enfin des angles morts ou oui, des points sur lesquels on n'a pas d'accès, mais on a quand même quelques éléments, mais sans avoir pu les étudier vraiment. Mais on espère que d'autres personnes le feront. De toute façon, la science, c'est cumulatif, hein. Des travaux sur le nombre d'actes, la pénalisation. Euh,
Je sais pas bien répondre. Je veux dire, sur le côté quantitatif, je sais pas citer qui. Oui, il y a bien sûr beaucoup de terrain sur. Bon, il y a eu déjà depuis 2013 le livre de Boger et Ajat sur l'islamophobie, qui est un livre très important. À partir de là, voilà, on peut tirer des fils. Mais sur le quantitatif, actuellement, je saurais pas répondre. Il y a eu aussi récemment, et ça a été montré dans un colloque, dans des colloques, des premiers travaux sur les effets aussi de la loi de 2004. Donc il y a quelques travaux en cours, mais je sais pas donner de référence là-dessus. Sur l'intensité et liée à la réception, oui, vous avez complètement raison, la personne qui a posé cette question, complètement. Bien sûr que vu de l'extérieur, ce qui est vu comme intensif, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, mais finalement, ce qui est vu comme intensif, c'est ce qui est visible. Ça rejoint tout à fait votre question. Et ensuite, ben, à nous de déplier tout ça dans nos travaux, de tenter de le déplier plus finement. Mais effectivement, ce qui est vu comme intensif, c'est ce qui est visible. Vous avez totalement raison. Il y a encore des questions, elles arrivent au fur et à mesure. Donc, beaucoup de remerciements. Serait-il possible de nous dire davantage sur cette représentation de la bonne religion comme une religion du fort intérieur lorsqu'on dit que les adolescents acceptent la norme laïque? Dans quelle mesure acceptent-ils l'idée de la bonne religion comme une religion intériorisée? Ça, c'est une question, Monsieur Félix Jourdan. Alors, merci pour cette riche intervention. Pourriez-vous, s'il vous plaît, redonner le nom des chercheurs qui ont mis en évidence le phénomène selon lequel plus l'assignation est forte, plus la différenciation l'est également? Merci. Et enfin, concernant vos résultats, que pouvez-vous nous dire sur la différenciation par sexe? Merci. Oui, alors j'ai oublié la toute dernière question de la série précédente, c'était la réception par les acteurs. Et je ne sais pas encore, le livre vient juste de sortir. Mais voilà, c'est un point bien sûr qui m'intéresse beaucoup et auquel on sera sensible et attentif. En fait, on a envoyé normalement à un certain nombre de personnes un email, voilà, des informations sur le livre et on ira aussi vers certaines autres personnes. Alors, la bonne religion, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu un processus à partir de la période des Lumières, aussi de la période et de la Réforme, qui a fait que en Occident, petit à petit, ce qui est la religion acceptable ou la religion acceptable socialement est devenue de plus en plus une religion intériorisée, c'est-à-dire que voilà, autant, enfin, où le corps ne prend pas la place qu'il avait auparavant, notamment. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire, et ça, c'est un développement qui a été fait par Talal Assad dans ses travaux sur le sécularisme, c'est-à-dire la sécularisation. Et je pense que, et ça a été repris aussi par d'autres maintenant, et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que la religion socialement acceptable est une religion plus que privatisée, bien sûr évidemment privatisée, mais en plus même plus du fort intérieur, c'est-à-dire, et on le sent par exemple quand on observe des interactions dans des rencontres interreligieuses où une personne chrétienne va dire très spontanément à une musulmane qui porte un foulard que mais la religion on n'a pas besoin de la montrer quoi. Voilà, c'est une toute petite anecdote mais extrêmement significative. Euh, alors, est-ce que les adolescents, oui, est-ce que les adolescents qui ont intégré non, ils ont intégré la laïcité, mais je veux dire, quand les personnes réfléchissent, en fait, ils retournent beaucoup, moi je vois beaucoup de musulmans qui retournent très bien à la loi de 1905, qui même parfois
font un clin d'œil à Briand en disant que reviens quoi. Aristide Briand et sa version justement qui ne rejette pas le religieux, qui est réaliste par rapport aux faits religieux. Et bon, alors du coup, il y a une certaine connaissance de la laïcité. Est-ce que ça veut dire qu'on accepte que la religion doit être intériorisée? Mais ni la loi de 1905, ni quoi que ce soit dans la Constitution dit que la religion, enfin justement, la liberté de conscience et la liberté de religion ne dit pas que la religion doit être intériorisée. Donc ils n'ont pas, peut-être que certains vont tendre vers ça de façon un peu contrainte pour se protéger, mais en tout cas, c'est pas l'objet. D'une certaine façon, la laïcité ne leur demande pas ça, ni le. Euh, les ados. Et ensuite, ah oui, les personnes qui ont parlé de différenciation, j'ai parlé de Marc Sageman, Sageman, et j'ai parlé d'une autre personne qui est dans le livre récent de Lorcerie, de Françoise Lorcerie, mais son nom est, on m'échappe à l'instant, pardon, je vous le dis tout de suite. Aude Kerivel, Kerivel, celle qui sur le cas des camps de vacances. Et pour les Hollandais, c'est Doodje, D2OSJE. Vous avez tout. J'ai oublié quelque chose. Si je peux me permettre, c'est juste pour aller dans le sens de ce que vient de dire Anne-Sophie sur la religion acceptable ou la religion normale. Très clairement, il y a un processus qu'on voit, nous, sociologues ou personnes travaillant sur le religieux, qui fait que de plus en plus, la religion doit être individuelle et privée. Et on est à un stade où on va, merci beaucoup, où on va au-delà, c'est que petit à petit, la religion des individus tend à devenir des croyances de fort intérieur quasi invisibles. D'accord? Donc, elle est individuelle et privée. C'est les effets de la laïcisation en France. Et maintenant, elle tend à devenir invisible, quasiment invisible. C'est-à-dire, c'est pas la religion qui change, c'est notre rapport au religieux. D'accord? Donc, ce qui fait que dès qu'il y a du religieux visible, ça fait polémique. Voilà où on en est. Et il y a un paradoxe quand même, qui est que nous vivons dans un espace public qui est saturé de religieux, par contre. D'accord? C'est que on a des églises, etc. Donc, il y a une petite tension là qui se fait jour sur un espace public saturé de religieux et une tendance. Alors, est-ce que c'est un changement social? Est-ce que c'est une énième évolution du processus de laïcisation? Il faudrait en parler avec Jean Bobéro, mais qui tente à favoriser une expression religieuse de l'intérieur. Et peut-être prendre la dernière question et après on vous laisse conclure. Dans quel cadre les travailleurs sociaux interviennent-ils auprès des jeunes? Est-ce que c'est suite à des signalements pour radicalisation, par exemple? Puis il y avait la question sur la différenciation par sexe. Oui, Je que crois j'ai vous l'avez- oublié. oui, Tout ouais, à bah, fait. Oui, j'avais noté que j'avais oublié la différenciation. Alors, pour la différenciation, il y a de toute façon une différence énorme. Peut-être que les sociologues aussi, ça marche assez bien quand on l'explique bien, de montrer à quel point, finalement, dans notre société, en, en étant aussi avec l'extension qu'il y a eu finalement du port des signes religieux, parce qu'au départ, c'était uniquement en milieu scolaire, et que petit à petit, et puis bien sûr aussi pour les personnes représentants de l'État, enfin fonctionnaires, etc. Mais petit à petit, ça s'est diffusé beaucoup plus largement et y compris dans une certaine mesure dans le privé. Enfin, des possibilités que ça se diffuse dans le privé sont de plus en plus nombreuses. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement,
en étant aussi hostile au moindre signe religieux, y compris relativement discret, porté en turban et que sais-je, mais finalement, on va dans le même sens dans notre société que les plus patriarcaux, les plus inégalitaires, les plus conservateurs des acteurs religieux, notamment masculins. Voilà, donc en fait, effectivement, ces questions-là concernent et pénalisent bien davantage les femmes et les jeunes femmes. Ça, c'est bien montré. Nous, dans notre travail, finalement, par exemple, dans le groupe d'adolescents, ils n'étaient pas assez nombreux pour qu'on puisse voir l'effet homme-femme. Voilà, donc on peut pas. C'est une considération un peu plus générale que je donne là. Et puis bon, pour à la maison, c'était des femmes. Pour l'école à la maison, dans d'autres cas, on n'avait pas assez d'éléments aussi dans le cas des usages d'Internet, hein, et de leur réflexivité par rapport aux usages. Donc voilà. Les travailleurs sociaux, un certain nombre travaillent dans le cadre effectivement de ceux qui sont signalés, mais il y a aussi tous ceux qui font un travail de prévention beaucoup plus large. Donc on a les deux en fait. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que bon, Bruno Michon a beaucoup travaillé là-dessus, mais quelque chose aussi qui nous a donné dans le groupe une connaissance plus large et une familiarité plus large, c'est que une bonne partie d'entre nous, on intervient aussi dans des cycles de formation, donc on discute souvent avec des personnes qui sont dans ces métiers-là, ce qui nous a aussi permis d'avoir une certaine compréhension ou familiarité en tout cas avec leurs questions. Mais bon, le travail de fond a été fait par Bruno Michon là-dessus. Eh bien, juste peut-être deux mots pour conclure en vitesse, mais je voudrais d'abord remercier toutes et tous d'avoir assisté, participé, posé des questions. Je voudrais remercier Anne-Sophie Lamine pour sa présentation de l'ouvrage et puis peut-être dire en conclusion quand même que cet ouvrage, il met en chantier ou sur le plan sur notre travail deux gros chantiers. Un chantier sociologique qui est que quand même les deux derniers chapitres visent à repenser la question du rapport au religieux dans la sociologie, donc l'expérience. Hein, vous disiez prendre au sérieux l'expérience religieuse. Donc, qu'est-ce que croire? Qu'est-ce que composer avec ses croyances dans un monde sécularisé? Qu'est-ce que voilà, et du coup, vous donnez un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. Ça, c'est le premier chantier. Alors, j'allais dire, faut peut-être remettre le religieux à sa place. C'est pas tant que ça, mais c'est probablement essayer de regarder, de remettre l'expérience religieuse au centre de nos travaux et de travailler ces questions d'intensité qui sont nécessairement liées à des moments aussi de non-intensité. En fait, et il y a quelque chose du rapport au religieux qui doit qui, qui, qui est d'actualité en fait dans la sociologie des religions. Et puis deuxième chantier, c'est un chantier politique. On en a beaucoup parlé. Hein, c'est quelles sont les conditions aujourd'hui du vivre ensemble, sachant qu'on est euh, face à un risque de polarisation, un risque de stigmatisation, d'exclusion d'une partie de la population. Et ça, c'est un chantier auquel il faut politiquement s'atteler. Et nous, en tant que sociologues, on ne peut en tout cas, vous, dans cet ouvrage, vous proposez un certain nombre de pistes, un certain nombre d'idées. C'est pas des recommandations, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est un certain nombre de points dont on pourrait s'inspirer pour créer des conditions de félicité, en tout cas de résilience sociale. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci bien. Et je signale aux personnes présentes que le livre est disponible pour ceux qui souhaitent le faire signer par Madame Lamine. Et je dois annoncer quand même nos prochains événements. La prochaine journée d'études consacrée au Maroc, le nord du Maroc, dans l'accélération de la mondialisation, aura lieu ici même le 4 avril à partir de 9h30 et finira le soir par une projection de film. Ensuite, j'annonce aussi le lancement d'un cycle sur la Palestine, le légal face à l'arbitraire,
Que peut le droit dans la lutte de la libération nationale des Palestiniens? Et ça commencera, c'est un cycle de 4 conférences tous les lundis à partir du 8 avril. Voilà, je vous remercie et encore très chaleureusement et merci au public.